Les chefs d'État africains veulent aller en race serrée contre les changements climatiques en marge de la conférence de l'ONU à Marrakech. Ils se sont concertés sur les actions à mener contre ce phénomène en attendant le transfert des technologies et l'appui financier des pays du Nord. Un nouveau projet pour améliorer la mobilité du bétail et les revenus des éleveurs. Ce projet met en avant l'utilisation du téléphone mobile et l'imagerie satellitaire pour améliorer le travail des producteurs. Financé à plus de 3 milliards de francs CFA par l'agence spatiale néerlandaise, il a été officiellement lancé ce matin. Le Salon international de l'enfant et de l'adolescent a ouvert ses portes ce matin dans la capitale burkinabé. L'événement est à sa deuxième édition et l'accent est mis sur l'importance de la cellule familiale pour l'épanouissement de l'enfant et ce, d'autant plus que 86% des violences faites aux enfants sont au sein des familles. Dans ce journal, nous irons dans la province de la Nyanya pour voir les réalisations de l'ONG IRC en matière d'assainissement. Dans cette province, l'IRC facilite la construction des latrines au profit des ménages. L'assainissement, on en parlera également avec l'invité de 20h qui est le directeur général de l'assainissement. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de suivre ce 20h. Cela dit, les dirigeants africains se sont réunis en marge de la COP22 à Marrakech pour un sommet consacré aux défis de l'Afrique en matière d'adaptation au changement climatique. Ils ont identifié les actions à mener en attendant la concrétisation des promesses du Nord qui s'étaient engagées donc à soutenir les pays africains dans la lutte contre les changements climatiques. Souleymane Sanou et Draman Dadia. 100 milliards de dollars par an, et ce à compter de 2020. C'est la contribution des pays du Nord au profit des pays en développement pour leur adaptation au changement climatique. La question était encore sur la table à la COP22 lors de la conférence de l'ONU sur le climat. En attendant la concrétisation de ce fameux fonds vert, les chefs d'État africains ont décidé de s'assumer. D'où ce sommet africain pour l'action. Il faut qu'au quotidien également, l'Afrique assure sa part de responsabilité. Nous ne devons pas être simplement ceux qui attendent tous les autres, mais nous devons également, de par nos savoirs et nos savoir-faire, commencer à poser des actes que nous pouvons poser tout simplement en faveur, je dirais, de l'écosystème dans nos différents pays. C'est un cadre de concertation en vue de mettre sur pied un modèle de développement propre à l'Afrique et axé sur l'économie verte. Ces défenseurs du climat veulent désormais coordonner leurs actions pour plus d'efficacité. Ainsi, les projets et programmes qui intègrent le volet changement climatique présentés ici sont essentiellement tournés vers la lutte contre la désertification et la promotion de l'énergie renouvelable. Ce qui est déjà pris en compte dans le plan national de développement économique et social du Burkina, explique le président du FASO à ses pairs africains. Toujours à la COP22 et pour la deuxième fois, le Burkina Faso a présenté ses projets sur l'atténuation et l'adaptation au changement climatique. Au nom de ces projets, le programme d'investissement forestier, le projet énergie renouvelable et le fonds d'intervention pour l'environnement. La présentation de ces projets a été faite aux partenaires techniques et financiers et autres pays qui participent à la COP22. L'occasion était belle également pour la délégation de plaider pour le PNDS. Le point avec Issa Kafando et Pascal Kani. C'est la deuxième fois que le Burkina se vend à cette COP22. Des projets et programmes entrant dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques sont présentés au public. Il s'agit entre autres du Fonds d'investissement forestier, du Fonds d'intervention pour l'environnement et du cadre NAMA. Mais cette fois-ci, le PNDS, le document fédérateur, est aussi présenté aux invités, souvent surpris des efforts que le Burkina déploie pour s'adapter au changement climatique. Ce que j'ai entendu sur ce que fait le gouvernement du Burkina Faso face au changement climatique est tout à fait remarquable. Et justement, connaissant bien ce pays, ayant souvent travaillé dans le domaine de la santé, en partenariat avec ce pays, je salue le travail du président et du gouvernement sur ces sujets. Ces projets et programmes sont à Marrakech pour rencontrer des partenaires techniques et financiers, mais aussi s'inspirer de l'expérience d'autres pays. Le Burkina est le seul pays sahélien à bénéficier de ce programme. Donc c'est l'occasion pour nous d'échanger avec les autres pays, notamment les pays à fort couvert forestier comme la RDC, le Brésil, le Mexique, qui sont des pays qui ont un fort potentiel de forêt. Objectif atteint pour le ministère en charge de l'environnement. Dans cette multitude de communications et de rencontres, il est bien difficile de se faire écouter par les participants.
à la lumière de ce que nous avons vu, la qualité des participants, la diversité donc, des participants et aussi le niveau donc, des questions qui ont été posées, nous pouvons dire que cet objectif est largement atteint. C'est la dernière journée du Burkina à la COP 22, mais la promotion des initiatives burkinabées se poursuit dans les événements parallèles auxquels le pays est invité à partager son expérience. Et en marge des travaux de la COP22, le président du Faso a eu une série d'entretiens avec des personnalités. Roch-Marc Christian Kaboré a échangé avec le premier ministre tunisien sur la coopération entre le Burkina Faso et son pays. Le président du Faso et le roi Mohamed VI ont aussi parlé de coopération et mieux, le roi du Maroc promet une visite au Burkina Faso. Le chef de l'État a aussi échangé avec le secrétaire général sortant de l'ONU qui salue les efforts du Burkina Faso en matière de maintien de la paix. Le point de toutes ces audiences avec Suleiman Stanou et Draman Dadia. Secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon va bientôt céder sa place au Portugais Antonio Guterres. Mercredi à Marrakech, il a fait ses adieux au président Roch-Marc Christian Kaboré et salue le Burkina pour son apport militaire aux forces onusiennes. Pour la table ronde des partenaires techniques et financiers du Burkina prévue à Paris sur le financement du PNDS, Ban Ki-moon annonce sa participation par vidéoconférence. Après 32 ans de divorce avec l'Union africaine, le Maroc est sur le point de réintégrer l'UA. Et cette poignée de main entre le souverain chérifien et le président du Faso vise le renforcement de la coopération entre Rabat et Ouagadougou. La lutte contre le chômage des jeunes, la formation professionnelle et la construction des logements sociaux sont entre autres secteurs dans lesquels le Maroc compte investir au Burkina. Au président Roch-Marc Christian Kaboré, le roi Mohamed VI promet une visite d'amitié et de travail très prochainement dans la capitale burkinabé. Le premier ministre tunisien sera également au palais de Kossiam pour parler coopération. Un rendez-vous obtenu à l'issue de cette audience. Beaucoup de centres d'intérêt communs entre nos deux pays, notamment l'éducation, la santé, l'emploi des jeunes. Les deux pays font face à un problème de chômage des jeunes et donc nous avons discuté des possibilités d'échange d'assistance technique, de renforcement de capacité entre nos deux pays. Bien évidemment, la question sécuritaire était aussi importante. Il annonce par ailleurs la tenue d'une rencontre de haut niveau entre la Tunisie et le Burkina en 2017. Avant de poursuivre ce communiqué de la Direction générale du protocole d'État à l'occasion de la cérémonie officielle de commémoration de la Journée internationale de l'élimination de la pauvreté, placée sous le très haut patronage de son Excellence Monsieur le Président du Faso, président du Conseil des ministres, la Direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées le vendredi 18 novembre 2016 à partir de 9h dans la salle polyvalente de Dori. Leur limite d'arrivée est fixée à 10h30. Autre point de l'actualité, le téléphone mobile et l'imagerie satellitaire désormais au service du monde de l'élevage du bétail. Un projet relatif a été lancé ce matin par le ministère des Ressources animales et halieutiques. Le projet a vu le jour grâce à l'agence spatiale néerlandaise qui l'a financé à plus de 3 milliards de francs CFA. Il sera mis en œuvre dans cette région du Burkina Faso. Des détails avec Jean-Eudes Bayala et Vincent Tchandrebugo. Le ministère en charge des ressources animales et l'Organisation néerlandaise de développement lancent officiellement le projet MODEM, un projet qui a pour objectif d'améliorer les revenus des agriculteurs et éleveurs par l'utilisation de la téléphonie mobile et l'imagerie satellitaire. Grâce à une plateforme dénommée Cocorico, agriculteurs et éleveurs pourront s'informer sur certaines données comme la disponibilité en eau, les prix du bétail et des produits agricoles sur les marchés, la situation des pistes de transhumance et la pluviométrie, entre autres. Le projet MODEM a été imaginé pour que tout le monde, tous ceux qui ont des téléphones mobiles, puissent avoir l'information. Dans la plateforme, il est prévu un centre d'appel où, à partir d'un numéro court, tout producteur, soucieux d'avoir une information sur sa production, sur les besoins, les conseils techniques, appelle à ce numéro court et on lui répondra éventuellement dans sa langue préférée. Le coût de l'appel est le coût ordinaire. Ce projet financé à plus de 3 milliards de francs CFA par l'agence spatiale néerlandaise compte toucher 100 000 éleveurs et 200 000 agriculteurs. Il sera mis en œuvre dans cette région du Burkina pour une période de 3 ans.
Les pays membres de la CEDEAO n'ont pas le choix, ils doivent aller vers un marché régional de l'électricité. Ce sont les acteurs du domaine qui l'affirment à l'issue du forum sur la régulation du secteur de l'électricité. Les travaux de ce forum ont pris fin hier à Ouagadougou. Cette rencontre a également permis d'harmoniser les textes et les méthodes de financement du secteur de l'électricité. Plus de précisions avec Olo Poda. Cadre d'échange sur les bonnes pratiques en matière d'énergie électrique, le 5e forum de l'AREC a abouti à des solutions satisfaisantes. Tous ici s'accordent sur les méthodes de financement des infrastructures, la prise en compte des consommateurs les plus vulnérables, l'harmonisation des règles et les solutions innovantes pour le développement des énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Vous savez, parfois, on dit « Ah, ne rentrez pas ici comme si c'était un marché ». Nous allons dans ce marché-là bien organisé sur la base des textes juridiques réglementaires. C'est un pari que d'aller vers un marché de l'électricité, ça a un impact sur l'ensemble de la communauté de l'espace CEDEAO. Dans la mesure où l'objectif principal, c'est de mutualiser nos immenses ressources énergétiques. Un marché régional de l'électricité dans l'espace CEDEAO est un impératif pour sortir des affres de coupures récurrentes d'électricité, mais aussi une nécessité pour un équilibre du secteur. Le marché, on l'a conçu en 3 phases. La première phase du marché sera lancée en 2017. Et moi, je programme le premier trimestre de 2017. Mais la recommandation, c'est que nous maintenions notre objectif de rester unis pour pouvoir affronter ensemble les défis qui se posent à nous. Tout le monde est acquis à l'idée que la solution, c'est l'union. Le 5e forum de l'autorité régionale de régulation du secteur de l'électricité a ainsi ouvert le boulevard pour un marché communautaire. Reste maintenant à adopter les textes irrélatifs, mais que tous les États soient déterminés pour leur application. Et cela dans l'optique d'éviter des dysfonctionnements dans cette marche vers un marché régional d'électricité unifié et prospère au profit des entreprises et des populations. Autre point de l'actualité, l'hygiène et l'assainissement constituent les priorités de l'IRC, une organisation non gouvernementale basée au Burkina Faso. Cette ONG intervient dans la province de la Nyanya à travers un projet dénommé Saniesta. Et dans le cadre de ce projet, des latrines ont été réalisées au profit des populations de cette province. L'ONG a invité les journalistes à la découverte de ces réalisations. Koussine Koulibaly, Bouma Ernest Nepié. Promouvoir l'hygiène en vue de prévenir les maladies dans la province de la Nyanya, c'est l'objectif du projet SANI-S piloté par l'IRC depuis 2014 et c'est à travers la sensibilisation sur l'hygiène et la réalisation de latrines que le projet compte atteindre son but. Les conditions à remplir pour avoir les latrines de SANI-S sont les suivants. Il faut avoir une fosse et avoir des briques soit en banco, soit en ciment, et avoir aussi les parpaings, sable ou bien sable et gravier, et puis maintenant l'eau. Un tour dans quelques localités de la Nyanya nous a permis de constater l'appropriation de SANI-S par les populations, comme c'est le cas ici du village de Niéba, dans la commune rurale de Kuala, où chaque cour dispose d'au moins une toilette. Grâce à l'utilisation des latrines et des sensibilisations menées par les animateurs et puis les hygiénistes, en tout cas, il y a moins de malades au niveau des CSPS, en tout cas dû au manque d'hygiène. En plus de ça, même si tu gagnes un étranger, au lieu d'aller se soulager comme ça, en tout cas, c'était une honte pour nous, quoi. Il peut se camoufler dans les latrines. Les populations sont sensibilisées sur l'entretien et l'utilisation de ces latrines. Le projet est mis en place avec la collaboration des conseils municipaux des différentes communes de la province. Des conseils municipaux qui comptent mettre l'accent sur la sensibilisation car il y a jusqu'à présent, dans certaines localités de la province, des gens qui n'ont toujours pas dans leur quotidien la pratique de l'hygiène et l'utilisation des toilettes.
Et le Burkina Faso, à l'instar des autres pays, va commémorer la journée mondiale des toilettes le 19 novembre prochain. En prélude à l'événement, la Direction générale de l'assainissement a organisé une conférence publique ce matin. Le thème de cette conférence a porté sur la contribution de l'ensemble des acteurs à la promotion de l'assainissement. Elle a permis aux participants de mieux cerner le sujet sur l'accès universel à l'assainissement. Kosun Koulibaly, Estelle Judith Assorba. Assurer un assainissement durable des eaux usées et excréta et mettre fin à la défécation à l'air libre sur toute l'étendue du territoire national, ce sont entre autres les objectifs que s'est fixé le gouvernement burkinabé à l'horizon 2030. Pour atteindre ces objectifs, chaque citoyen, où qu'il soit, doit jouer sa partition. Et cette conférence publique lance le débat à travers le thème « Contribution de tous les acteurs au développement du sous-secteur de l'assainissement, des eaux usées et excréta ». Le thème permet en tout cas une mobilisation de nos concitoyens à l'atteinte des objectifs, notamment de l'assainissement, pour que, au niveau de chaque ménage, la population puisse disposer d'une latrine améliorée. 2 Burkinabés sur 3 défèquent encore à l'air libre et 12% des populations ont accès à l'assainissement en milieu rural et 32% en milieu urbain. Une situation alarmante qui nécessite certes une sensibilisation, mais aussi un changement de comportement. Les communes jouent un rôle de premier plan. Concrètement, c'est des mises à disposition des ressources financières pour donc prendre en charge un certain nombre d'infrastructures, pour construire donc des infrastructures, des ouvrages d'assainissement, des toilettes institutionnelles. Cette conférence s'inscrit dans le cadre des activités commémoratives de la Journée mondiale des toilettes. Une journée qui se tiendra le 19 novembre prochain à Koualga, dans la commune de Léo, sous le thème « Accès universel aux services durables d'assainissement, l'engagement communautaire, gage de réussite ». Et pour parler justement de cette journée et de la situation de l'assainissement au Burkina Faso, nous recevons Monsieur le directeur général de l'assainissement, Monsieur André Patere Nonguerma. Bonsoir Monsieur Nonguerma. Bonsoir Madame Kaoré. Alors, parlant de la disponibilité des latrines au Burkina Faso, on sait que jusque-là les indicateurs sont très bas. Aujourd'hui, quelle est réellement la situation? Bon, merci beaucoup. Je saisis donc cette occasion pour féliciter ceux qui nous ont aidés à avancer. Et en fin d'année 2015, nous avions donc une situation vraiment alarmante, à savoir que 12% en milieu rural, 32% en milieu urbain. À l'échelon donc de la date d'aujourd'hui, nous sommes environ à 50% en milieu urbain et autour de 17% en milieu rural. Alors, et qu'est-ce qui est fait comme action ou politique pour pouvoir doter chaque famille burkinabé d'une latrine? Alors, ce qui est fait comme action, il y a un certain nombre de stratégies qui sont élaborées à travers donc, les actions du gouvernement avec l'appui des partenaires techniques et financiers. Nous développons donc des programmes de réalisation de latrines à travers donc, les approches qui sont l'assainissement total porté par les communautés, qui est le plus grand volet. Et là, nous avons un certain nombre de partenaires techniques qui nous aident donc au niveau des communautés à réaliser donc, les ouvrages. Il est prévu environ une cinquantaine de mille d'ouvrages d'assainissement familial cette année. Et parlant des toilettes, le problème n'est pas souvent l'inexistence des infrastructures. Il y a aussi un problème de mentalité. Est-ce que vous pensez que la sensibilisation est suffisamment faite? D'accord, vous avez raison parce qu'effectivement, nous avons constaté un certain nombre de latrines inutilisées. Nous avons justement essayé de comprendre qu'il y a un certain nombre donc, de pesanteurs sociales qu'il faut donc arriver à combattre. Donc il y a un gros programme de sensibilisation qui va être mené, qui va être renforcé surtout les années à venir dans le cadre du programme national d'assainissement en eau potable et eau usée, pour justement amener les gens à fréquenter la latrine en leur présentant justement la latrine comme un endroit qu'il faut plutôt fréquenter que de fuir. Alors, et parlant de la journée des toilettes, c'est prévu le 19 novembre prochain. L'accent sera mis particulièrement sur quel aspect cette année? Alors, cette année, l'accent sera mis sur la sensibilisation. Nous avons décidé de célébrer dans un village où les gens ont pris à cœur la question d'assainissement. Ils ont adhéré à l'assainissement total porté par les communautés et sont arrivés à déféquer à leur niveau, à éradiquer la défécation à l'air libre. C'est pour ça que nous avons décidé d'aller là-bas pour surtout les féliciter, encourager et les présenter à l'échelon national
comme un village modèle et prouver justement à ceux qui sont encore récitants qu'il est vraiment possible de mettre fin à la défécation à l'air libre par la volonté des communautés elles-mêmes. Il s'agit de quel village? Il s'agit du village de Koualga, dans la commune rurale de Léo, dans la province de la Sicile. Merci beaucoup, Monsieur André Noncherma. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'assainissement, venu nous parler justement de la situation de l'assainissement et de la journée mondiale des toilettes prévue le 19 novembre prochain. Dans la suite de ce journal, nous parlons de politique. L'Union pour la Renaissance Parti Sankariste tiendra son congrès ordinaire du 27 au 29 janvier 2017. Le Bureau national de l'UNPS était face à la presse ce matin pour porter l'information. Le congrès de ce parti sera placé sous le signe du sankarisme à l'épreuve de sa participation à la gestion du pouvoir d'État. Roger Bembamba et Lazare Pouya. Face aux hommes de médias, les membres du comité d'organisation du congrès ordinaire de l'Union pour la Renaissance Parti Sankariste ont dévoilé l'objectif de cette conférence de presse. Informer les journalistes et le public de la tenue prochaine du congrès ordinaire du parti les 27, 28 et 29 janvier 2017 à Ouagadougou. Une rencontre qui réunira les congressistes émanant des structures des 45 provinces du pays et des coordinations. Ce congrès sera placé sous le thème « Le sankarisme à l'épreuve de sa participation à la gestion du pouvoir d'État ». Il s'agira de mobiliser les troupes pour les futures échéances électorales, d'analyser la participation du parti à la gouvernance d'État, de développer des stratégies de négociation et de pourparlers avec les autres partis progressistes en vue d'un élargissement et du renforcement de la gauche progressiste, d'élaborer une stratégie de communication appropriée pour une meilleure visibilité du parti, d'actualiser le programme alternatif sankariste, de procéder à la relecture des textes du parti et enfin de procéder au renouvellement des instances dirigeantes. Le Congrès se penchera en outre sur la situation sécuritaire. Des réflexions mais aussi des propositions concrètes sortiront de ce congrès pour permettre au parti de l'œuf de Maître Benewende Stanislas Sankara de jouer pleinement son rôle dans le paysage politique de notre pays. Hier, dans la province du Bas-Zéga, la Banque mondiale était sur les traces de ses réalisations. Une délégation de cette institution financière est allée visiter la station aquacole du Bas-Zéga. La Banque mondiale veut réhabiliter cette station en vue d'améliorer la production du poisson. Et déjà, les travaux de réhabilitation ont débuté depuis le mois de septembre dernier. Paul-David Bambara, Moumouni Soubega. Le développement de la station aquacole du Bas-Zéga fait partie des priorités du PAPSA, ce projet de la Banque mondiale. La station a été créée dans les années 80, mais elle a encore du mal à satisfaire la demande en matière de semences piscicoles. On regarde les enclos. C'est un nouveau système de production de poissons que le PAPSA a mis en place pour pallier on manque de poissons sur le marché et venir en appui aux promoteurs privés et aux personnes désirant faire la production de poissons. Depuis septembre 2016, la Banque mondiale a entamé un processus d'actualisation d'une étude en vue de réhabiliter la station à travers le PAPSA. Nous voulons insuffler une nouvelle dynamique pour permettre que le pays puisse réduire les importations en poissons, mais aussi il y a des actions pour renforcer la capacité des acteurs avec de la formation, aussi bien des techniciens que des producteurs. La station aquacole du Bas-Zéga dispose actuellement d'environ 54 000 alevins. Sa réhabilitation permettra d'améliorer la productivité en semences piscicoles pour promouvoir l'aquaculture et le repeuplement piscicole des plans d'eau au Burkina. L'autre vision de la Banque mondiale, c'est de moderniser et de développer cette station qui pourrait constituer un facteur de création d'emplois. Le Salon international de l'enfant et de l'adolescent a ouvert ses portes ce matin dans la capitale burkinabé. L'événement est à sa deuxième édition et l'accent est mis sur l'importance de la cellule familiale dans l'épanouissement de l'enfant. Et ce, d'autant plus que 86% des violences aux enfants sont faites dans les familles. Amadou Ilboudo et Maïmouna Traouri. Il représente 57% de la population du Burkina Faso. Plus de la moitié de la population, souvent victime de violences. Des enfants et des adolescents brimés dans leurs droits, parfois dans le cadre familial.
Aujourd'hui, ils sont à l'honneur à travers ce salon qui leur est dédié. Je suis navrée d'apprendre que 86% des violences faites aux enfants se passent en famille. Et consciemment ou inconsciemment, il est très important que la cellule de base que représente la famille constitue un modèle pour les enfants, constitue vraiment la base de la société pour que notre pays même puisse s'engager dans un avenir harmonieux. C'est à juste titre que les promoteurs du Salon international de l'enfant et de l'adolescent ont décidé d'agir sur la cellule familiale. Nous avons pas mal d'activités, des conférences avec pas mal de thématiques sur la consommation des stupéfiants par exemple. Et si vous imaginez que beaucoup d'enfants aujourd'hui consomment la drogue, ce n'est pas parce qu'ils le veulent, mais parce que très souvent dans des familles, il y a des problèmes que les enfants traversent. Ils ne peuvent pas en parler, ils ne savent pas vers qui aller. Donc ils se réfugient en partant vers leurs amis qui leur conseillent peut-être de prendre la chose, ça va les aider. Et du coup, ils se jettent à consommer ce stupéfiant. Donc nous, on se dit qu'il faut aborder ce thème, pouvoir interpeller les parents. Protection de l'enfance et bonne gouvernance, enjeux et défis. Les enfants ont la parole, les parents et les acteurs du domaine sont invités au débat. Autre point de l'actualité, le 13 décembre prochain, cela fera exactement 18 ans que le journaliste burkinabé Norbert Zongo et ses compagnons ont été assassinés. En prélude à ce triste anniversaire, les organisateurs ont animé une conférence de presse ce jeudi à Ouagadougou. Ils ont décliné les activités au programme de cette commémoration. Plus de précisions avec Roger Kam et Maxime Zongo. 13 décembre 1998, 13 décembre 2016, cela fera 18 ans, jour pour jour, que Norbert Zongo et 3 de ses compagnons ont atrocement perdu la vie à Sapuy dans le Ziro. Comme chaque année, des hommages leur seront rendus à travers l'organisation de plusieurs activités. Au centre de ces différentes manifestations, la coalition nationale de lutte contre la vie chère, le collectif des organisations démocratiques de masse et de partis politiques et bien d'autres. Elle consistera à rendre hommage à Norbert Zongo et à ses compagnons, à Flavien Nébié, Boukari Dabo, aux victimes de l'insurrection populaire d'octobre 2014 et de la résistance au putsch du 16 septembre 2015 et à toutes les autres victimes de la violence en politique par des rassemblements. Les animateurs de cette conférence de presse ont saisi l'occasion pour faire le point sur l'état d'avancement du dossier. Nous attendons véritablement à ce que le cabinet des avocats, mais les avocats également auprès du MBDHP, qui continue de rassembler un certain nombre d'éléments, puissent nous donner des précisions. Spécifiquement, il a été prévu le 10 décembre un panel autour de l'impunité. La particularité réside dans le fait que cette année, le 13 décembre sera consacré journée nationale de mobilisation citoyenne, non pas seulement contre l'impunité, mais aussi contre la vie chère. Outre donc les recueillements et le dépôt de gerbes, il sera organisé une marche-meeting, une journée nationale de refus de la corruption et un panel. Le secteur de la publicité veut intégrer une nouvelle approche dans la gestion de la communication. Un projet de décret relatif a fait l'objet de restitutions au cours d'une rencontre à Ouagadougou. Ce décret porte sur la définition des règles et conditions applicables à la profession de publicitaire au Burkina Faso. Moussa Ouedraogo, Olopoda. En adoptant en 2015 la loi relative à la réglementation des activités de publicité au Burkina Faso, le Conseil national de la transition a ainsi mis fin à une situation qui a longtemps porté préjudice aux activités des opérateurs de ce secteur. Plus qu'une balise qui a été posée dans l'univers de la communication, c'est un grand pas qui a été franchi en attendant le décret d'application. Justement, c'est ce projet de décret portant définition des conditions et règles applicables à l'exercice des professions publicitaires au Burkina qui est soumis ici à l'appréciation de ce groupe de travail. Que tous ceux, comme on dit, qui ont des agences dans les cartables se déclarent officiellement et que la publicité aille directement à ceux qui sont concernés. Il y va de la survie de la presse privée et de la presse publique, parce que la presse publique va se trouver dans une situation de compétition accrue avec cette presse privée-là. Il y va également de la création d'emplois, parce que nous ne pouvons pas avoir des entreprises sur place et d'autres personnes, sous le prétexte d'arrondir leur fin du mois, continuent à faire de la publicité sans étant légalement détectées.
Il s'agit également de clarifier les règles en termes de concurrence. On ne peut pas être conseil et régie d'achat à la fois. Il y a des choses qu'il faut clarifier pour que nous n'ayons pas une prédation, un accaparement par une seule agence de tout le fruit de la publicité, de la conception jusqu'au point final qui est celui donc de la mise à disposition du public de ces publicités-là. De cette discussion sortira un document consensuel qui va servir d'outil de travail pour les professionnels. L'ambition est d'encadrer et de faciliter la pratique des métiers de la publicité, un secteur à part entière qui apporte des ressources au budget de l'État. Le Parti du peuple républicain est le dernier né des partis politiques au Burkina Faso. La création de ce parti dirigé par un ex-cadre de l'UPC a suscité des analyses et commentaires dans la presse écrite de ce jeudi. Les journaux nous font également cas des situations pas toujours faciles vécues ces derniers temps par les enseignants. Plus de précisions dans la revue de presse de Abdoul Rasmane Zango. Sale quart d'heure pour un professeur à Manga, violemment agressé par un parent d'élève qui lui administre des gifles. L'agressé révèle le pays, doit son salut à la police. Si à Manga, la bastonnade d'un professeur fait des vagues, à Bobo-Dioulassou, c'est l'affectation de 14 enseignants des zones rurales vers la ville qui fait grincer les dents du SINATEB, Syndicat national des travailleurs de l'éducation de base. Ainsi, par un sitting, le SINATEB exige l'annulation de cette liste d'affectation pour non-respect de certains critères. Retournons dans les éditions Le Pays pour acter l'élargissement du landerneau politique burkinabé avec un dernier né, le PPR, Parti du peuple républicain, dirigé par Tambi François Kabori. Ce transfuge de l'UPC reproche à ses anciens camarades leur concubinage politique. Je cite, « la collaboration avec des partis politiques qu'ils ont ensemble combattus et vaincus. La stupéfaction, voire le paradoxe avec le PPR, est que non seulement il est sans idéologie, et mieux, détaille l'Obs, qu'ont été les mamelles présidentielles en se rangeant dans cette majorité politique, d'où le titre de Tambi dans les bras de sa maman adoptive, de Tambi dans les bras de Roch. Et Tambi de se justifier, nous allons appuyer la majorité car c'est le choix électoral du peuple. Et pas seulement, nous comptons, affirme le PPR, dans les colonnes du journal Notre Temps, conquérir le pouvoir d'État pour porter les aspirations du peuple insurgé. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée en compagnie de la RTV.